aller dans l'ordre chronologique la dernière fois. On a vu les généralités sur les organes sensoriels, les organes des sens. On a établi un certain ordre chronologique dans lequel qu'on va suivre obligatoirement pour que vous puissiez assimiler la structure histologique de la totalité des organes des sens. Je vous ai dit la dernière fois dans les définitions qu'il y a des termes un peu techniques appropriés à ces organes sensoriels que vous allez comprendre au fur et à mesure que l'on avancera dans le cours. Et pour l'olfaction, normalement, c'est OK. On a vu que la cellule principale, sensorielle principale, était une cellule d'origine épiblastique, donc épithéliale. Elle se trouve dans un épithélium. C'est le cas en ce qui concerne l'épithélium olfactif au niveau de la muqueuse olfactive, au niveau des fosses nasales. Donc là, on a établi cet ordre, cette corrélation entre cette cellule principale sensorielle qui va donc conduire l'excitation ou le sens, donc les odeurs pour l'olfaction, vers des centres nerveux, les centres nerveux compétents. On a vu que cette cellule principale, la cellule olfactive, se comportait comme un neurone à part entière, avec des prolongements à valeur dendritique qui est en contact direct, le bâtonnet olfactif qui est en contact avec les odeurs, donc qui sont captées, assimilées dans la cellule et conduites, ces odeurs-là qui sont conduites via les axones, les fibres nerveuses, en traversant la lame criblée de l'ethmoïde, en allant vers le bulbe olfactif, lequel va suivre une trajectoire, le tractus olfactif, et ça va se diriger par le biais des glomérules qui sont établis par les cellules à panache et les cellules glomérulaires. Ça va aller vers les centres nerveux compétents, c'est-à-dire vers la 5e circonvolution olfactive. C'est ce qu'on a vu la dernière fois dans le cours sur l'olfaction. Là, dans la gustation, vous allez voir que ça se passe un petit peu différemment, vu qu'on est dans les organes sensoriels, mais en fait, on est au niveau d'un organe sensoriel secondaire. Qu'est-ce qu'il a de particulier? L'organe sensoriel, on a dit qu'il y a beaucoup d'organes sensoriels secondaires, entre autres les organes du goût, les bourgeons du goût, qui correspondent à la structure, au petit organe corpuscule qui est en contact direct avec les saveurs, le goût des aliments, des substances, donc avec les molécules gustatives, et ces bourgeons du goût qui vont transmettre ces saveurs, ce goût, à d'abord une cellule principale sensorielle principale, aux cellules sensorielles principales qui se trouvent enfouies dans un ganglion qui est proche de cette structure, de ces corpuscules gustatifs, les bourgeons gustatifs, et laquelle, elle, va acheminer cette sensation, ces saveurs, ce goût, vers les centres nerveux compétents. Donc, ce qu'il y a lieu de noter en ce qui concerne l'organe de la gustation, c'est le fait que l'on va transiter, que la structure qui est en rapport direct avec les saveurs et le goût correspondent à une entité qui comporte quel type cellulaire? Quel type cellulaire comportera le bourgeon gustatif en fonction de ce que vous avez compris la dernière fois. Ne regardez pas le PDF. À votre avis, quel type cellulaire va s'occuper de ramener ces informations, cette excitation, cette sensation, cette sensibilité vers la cellule principale ganglionnaire? Quelle cellule? Ça va être les cellules pseudo-sensorielles. Très bien, ça va être les cellules pseudo-sensorielles ou bien les cellules accessoires. Et ces cellules pseudo-sensorielles, elles se retrouvent au niveau de cette entité, de ce corpuscule, ces corpuscules épithéliaux qui sont infiltrés, enfouis au sein de l'épithélium buccal, bucopharyngé d'ailleurs, avec au niveau de la muqueuse buccale, on va les retrouver un peu partout au niveau de la muqueuse bucopharyngée, à l'entrée de l'œsophage, au niveau du palais, de la gencive, au niveau de la langue, surtout dans le V lingual, et surtout dans la muqueuse buccale, au niveau des papilles caliciformes et des papilles, lesquelles? Continuez quelles avec moi? Les papilles Fongiformes. Fongiformes, et même quand elles existent, les papilles Foliées. Très bien. Mais jamais au niveau des papilles filiformes, il n'y a pas. Les papilles filiformes ne possèdent pas de bourgeons gustatifs. OK? Donc, et ces bourgeons du goût vont
qui comportent ces cellules pseudo-sensorielles gustatives, on les appelle d'ailleurs les cellules gustatives. Il y a toute une panoplie de cellules avec les cellules gustatives, lesquelles vont jouer un rôle de relais pour transmettre ces saveurs et ce goût aux cellules ganglionnaires qui se trouvent dans quel ganglion? Les ganglions du goût. Je vous les ai donnés dans les généralités. C'est les ganglions d'Undersch et d'Ehrenritter. C'est les ganglions d'Undersch et Ehrenritter. C'est le ganglion inférieur du nerf glossopharyngien et le ganglion supérieur du nerf glossopharyngien. D'accord? Et ces ganglions, c'est eux donc, qui comportent les cellules principales, sensorielles, gustatives principales, laquelle vont acheminer ces saveurs vers les centres nerveux compétents. Ce n'est pas l'objectif de notre cours. L'objectif, c'est d'étudier cette entité qui est responsable, qui est en contact direct avec les saveurs, c'est-à-dire quoi? Les bourgeons gustatifs. OK? Donc, on va introduire directement le cours. La gustation, c'est quoi? C'est la capacité d'enregistrer l'ensemble des saveurs. Au niveau de notre organe, on retrouve des entités, des petits corpuscules, des structures intraépithéliales qui sont en nombre à peu près aux environs de 3000 bourgeons gustatifs. On a une affaire de 3000 bourgeons gustatifs, lesquels sont éparpillés au niveau de la muqueuse bucco-pharyngée, le palais, le pharynx, l'épiglotte, les fosses nasales et la partie supérieure de l'œsophage. D'accord? Donc, ce sont des structures intraépithéliales et l'organe du goût, il est représenté par ces bourgeons gustatifs qu'on appelle les bourgeons du goût. On a, donc pour le définir clairement, c'est un organe chémorécepteur. Donc, c'est des molécules chémoréceptrices qui sont captées et qui permettent de capter des sensations gustatives, saveurs. Donc, c'est un organe sensoriel secondaire au niveau duquel se trouvent des cellules gustatives, mais ces cellules correspondent à des cellules pseudo-sensorielles ou bien cellules gustatives accessoires. Avec bien sûr d'autres cellules, on aura des cellules basales, on aura beaucoup de cellules de soutien au niveau du bourgeon gustatif. On vous dit que la langue, c'est le point de départ des sensations gustatives qui sont transmises par les voies gustatives au centre nerveux. Donc, les bourgeons du goût siègent principalement, on a vu qu'on les retrouve un peu partout au niveau de la muqueuse bucco-pharyngée, ils sont éparpillés un peu partout, mais on retrouve un grand nombre principalement au niveau du V lingual, au niveau des papilles caliciformes et les papilles fongiformes, même les folies quand elles existent, qui sont inconstantes, qui sont des papilles inconstantes, mais jamais au niveau des papilles filiformes. Voilà, schématiquement, une représentation schématique des bourgeons du goût. Au niveau de la muqueuse bucco-pharyngée, regardez ici, c'est le vallum. On a des petits bourgeons comme ça, des petites structures intraépithéliales au niveau de la muqueuse buccale. Voici les bourgeons du goût. Là, on peut agrandir l'image. Voilà, regardez. Voici un bourgeon du goût. Donc, un pôle apical qui comporte ce qu'on appelle le pore gustatif. Voici aussi, qui lui va vers l'extérieur, et un pôle basal qui est plutôt plus ou moins large, un petit peu arrondi, mais il est plus large que le pôle apical qui lui est pointu et s'ouvre dans une fossette qu'on appelle la fossette gustative et cet endroit, une dépression qu'on appelle le pore gustatif. On va voir tout ça en détail. Voici un bourgeon, voici un autre, et un autre, et un autre. Voilà, voici les bourgeons gustatifs. Au niveau des papilles, c'est quelle papille celle-ci? C'est les papilles. Elles ont quelle forme? Elles ont la forme d'un calice. C'est les papilles caliciformes. Valais ou bien caliciformes? Oui, c'est les caliciformes. Voilà. Elle est caliciforme aussi. Voici l'épithélium. Et voici les bourgeons au niveau des côtés latéraux. Là, c'est le point de sortie, c'est le vallum où est évacuée la salive. Et voici les bourgeons gustatifs. Il y a les glandes salivaires
accessoires, les petites glandes salivaires qui sécrètent de la salive, qui est éjectée dans les valves entre les papilles caliciformes. Et là, au niveau des côtés latéraux de ces papilles caliciformes, nous avons ces corpuscules intraépithéliaux sous forme de bourgeons gustatifs. Voilà, c'est bon? On va rentrer dans le vif du sujet. Donc, on va voir la structure des bourgeons gustatifs. On vous dit, là, vous l'avez compris, ce sont des corpuscules neurosensoriels puisqu'ils jouent un rôle sensoriel. C'est des corpuscules neurosensoriels. Ils ont un aspect plutôt arrondi ou ovoïde. Ils mesurent une affaire à peu près, leur dimension, c'est 80 micromètres de hauteur sur 40 micromètres de diamètre. On a dit qu'on avait une affaire de 3000 bourgeons gustatifs en totalité quand il n'y a pas de pathologie ou autre chez l'humain. Chaque bourgeon gustatif comporte deux pôles, un pôle basal et un pôle apical. Le pôle basal est plutôt large. Il repose sur le chorion de la muqueuse linguale par l'intermédiaire de la lame basale. Le pôle apical, c'est celui qui est en contact avec l'extérieur. Il est effilé. Il n'atteint pas complètement, totalement la surface épithéliale parce qu'il y a une forme de dépression, d'une invagination qu'on appelle la fossette gustative. Celle-ci, elle s'ouvre dans la cavité buccale par un orifice qu'on appelle le pore gustatif. Schématiquement, regardez la fossette, la dépression, et ça, on appelle le pore gustatif. Regardez, ça n'atteint pas vraiment la surface parce qu'il y a cette dépression sous forme de fossette. Au niveau de l'épithélium buccal, voici un bourgeon gustatif. Voici un autre. Regardez, avec les cellules. On va voir ces cellules, c'est les cellules. D'ailleurs, c'est des cellules pseudosensorielles. Celles-ci, c'est les cellules gustatives avec des cellules de soutien et des cellules basales à la base. Voici un autre. Voici la fossette et le pore. Voilà. Ça va? Regardez aussi l'agrandissement d'un bourgeon gustatif. Voici la fossette gustative, le côté basal, le côté apical et les cellules gustatives. On va voir la nature de ces cellules et les différents types cellulaires qui se trouvent dans un bourgeon gustatif. Ici, c'est la fossette gustative. Là, il est ovoïde, donc même la base, elle est plutôt un petit peu arrondie, large arrondie. Parfois, c'est un peu bandé. Oui. Où est la fossette? Où est la fossette? Où est la fossette? C'est que la fossette, c'est celle-ci. La fossette, c'est la dépression. Le pore, c'est la totalité. C'est le pôle, si vous voulez, le pore gustatif. C'est que la fossette, c'est la dépression. C'est que la fossette, celle-ci, cette pointe, comme une larme, c'est la fossette. C'est cette dépression qu'on appelle la fossette gustative. D'accord? C'est que la fossette. Le port, c'est le tout. C'est le tout, le pore gustatif. Le point d'entrée ou de sortie au niveau du poil apical. D'accord? Ok, merci. C'est celles-là qui sont agrandies, donc c'est ça. C'est que la fossette. Ça va? Voilà. Allez, pour les cellules embryonnaires, ce sont celles autour. Patientez, je viens de commencer le cours. Donc, vous n'allez pas me devancer avec vos questions parce que c'est l'objet du cours. Les cellules, on va les voir en long et en large tout de suite, ma fille. OK? Oui. Donc, il va falloir qu'on passe à l'examen en microscopie optique de ce bourgeon gustatif pour que l'on puisse révéler la nature des différents types cellulaires que comporte le bourgeon gustatif. C'est ce que je vais faire tout de suite. OK? Donc, on vous dit l'examen en microscopie optique d'un bourgeon gustatif nous permet donc de distinguer différents types cellulaires à affinité tinctoriale différente. C'est-à-dire que quand je fais un examen microscopique d'une structure, et bien sûr, je vais employer une coloration différentielle, c'est-à-dire plusieurs colorants. Si j'ai une diversité dans la couleur, si les cellules prennent différentes colorations, ça veut dire qu'il ne s'agit pas du même type cellulaire. D'accord? Et selon celles qui prennent la même coloration, c'est le même type. Celles qui prennent la coloration
une autre coloration, et c'est de cette manière qu'on arrive à distinguer les différents types cellulaires. Donc, c'est une coloration différentielle. On emploie plusieurs, on peut employer 2 à 3 colorants pour mettre en évidence la nature cytologique de la structure. Donc, les différents types cellulaires qui se trouvent au niveau de la structure. Et sur la base de cette technique, affinité tinctoriale différente, on a distingué 3 types cellulaires. Des cellules de soutien. Le second type, c'est les cellules gustatives elles-mêmes, c'est ce qui nous intéresse nous, parce que ça va être les cellules pseudo-sensorielles, celles-ci. Et puis on a les cellules basales, on a toujours des cellules basales au niveau des structures comme ça, qui ont une activité, un rôle physiologique bien, une activité physiologique accrue. Donc des cellules basales de renouvellement, c'est des cellules de renouvellement. Voilà. Une autre structure, regardez ici, ils ont mis pore gustatif. La fossette, quand elle est, c'est la dépression qui correspond à la fossette. Et le bord, comme ça, le pôle, c'est le pore gustatif. Regardez ici, on distingue, par connaissance, c'est-à-dire c'est à l'aide du connaisseur, on a une cellule gustative, nous avons des cellules de soutien et nous avons une cellule basale. Bon, c'est les techniques de coloration qui nous permettent de dire qu'il s'agit de cellules gustatives. Vous allez voir que c'est la structure de ces cellules, parce que ces cellules gustatives, elles ont une structure qui nous permet de les distinguer des autres cellules de soutien. Vous allez voir tout de suite pourquoi. Là, c'est le vallum, donc on est au niveau de la muqueuse buccale, au niveau d'une papille caliciforme, côté latéral d'une papille caliciforme, avec un agrandissement d'un bourgeon gustatif. On a décelé les 3 types cellulaires, cellules basales, cellules gustatives et cellules de soutien. On va voir les caractéristiques des unes et des autres. Vous allez comprendre comment est-ce qu'on a donc pu distinguer les unes des autres. OK? Voilà, regardez schématiquement. Voici cette fossette, c'est la dépression, la fossette gustative. On peut l'appeler pore gustatif aussi. Là, nous avons des cellules qui présentent une sorte de cil gustatif qui est grand. C'est ces cellules-là qui présentent un bâtonnet gustatif, on l'appelle le bâtonnet gustatif, qui correspondent au fait aux cellules qu'on appelle les cellules pseudosensorielles, les cellules gustatives. Les autres cellules qui vont avec, c'est des cellules de soutien. D'ailleurs, on en a 2 types. Il y a des cellules de soutien profondes et des cellules de soutien périphériques. Et celles qui sont tout à fait à la base, c'est les cellules basales. On va voir leurs caractéristiques, on va revenir sur ce schéma. OK? Donc, ici, on a dit qu'il y avait 3 grandes variétés cellulaires, des cellules de soutien, des cellules gustatives et des cellules basales. Là, on a commencé par les cellules de soutien, c'est la population la plus importante. Peu importe, on va voir les caractéristiques des cellules de soutien. On vous dit que la grande majorité de la masse du bourgeon gustatif est représentée par ces cellules de soutien, lesquelles se répartissent en 2 variétés cellulaires. Nous avons des cellules de soutien périphériques. Celles-ci, elles sont sombres. Et nous avons des cellules de soutien qui sont intercalaires, qui s'intercalent dans la masse du bourgeon gustatif, qu'on appelle des cellules intercalaires claires. Celles-ci sont claires comparativement aux premières, à celles qui sont périphériques sombres. Qu'est-ce qu'elles ont de particulier, ces cellules? Donc, les premières cellules, les cellules de soutien périphérique sombres, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Ce sont de grandes cellules, elles sont volumineuses. Ce sont les cellules, c'est la population cellulaire la plus nombreuse, ce sont les plus nombreuses, et elles sont situées à l'extérieur du bourgeon gustatif qu'elles recouvrent. Donc, elles sont périphériques, d'où leur nom, cellules périphériques. Comme elles sont plutôt d'apparence sombre, elles sont denses, la coloration dense, elles sont sombres comparativement aux autres cellules qui sont intercalaires et qui sont claires. Et on vous dit qu'on les appelle, puisqu'elles recouvrent la masse du bourgeon gustatif, elles ont reçu le nom suivant, on les appelle aussi les cellules recouvrantes. Donc, c'est quoi les cellules recouvrantes? Ce sont les cellules périphériques sombres de soutien du bourgeon gustatif. Et c'est la population cellulaire la plus volumineuse et la plus nombreuse au niveau du bourgeon gustatif. Et on vous rajoute qu'elles auraient un rôle de soutien,
mais également de phagocytose. Regardez, on a dit aurait un rôle de soutien et de phagocytose. À ce jour, à ce moment-là, la vraie fonction physiologique de ces cellules, elle est toujours discutée, de toutes les cellules gustatives d'ailleurs. Avant, on ne parlait pas de cellules périphériques, cellules intercalaires de soutien. La masse, la plus grande majorité des cellules, la population cellulaire qui forme le bourgeon gustatif est considérée, avant on considérait ces cellules comme étant des cellules gustatives pour la plupart. C'est-à-dire quoi? Des cellules pseudo-sensorielles. Mais en fait, après, ils ont fait la part des choses. Ils ont dit que les unes sont des cellules de soutien, c'est des cellules qui donnent la forme du bourgeon gustatif, le squelette. Elles permettent de protéger ce bourgeon gustatif, de soutenir, de nourrir les autres cellules qui, elles, ce sont des cellules pseudo-sensorielles. Et c'est pour ça qu'il y a toujours des discussions. La médecine, ce n'est pas une science exacte, mais on admet qu'elles ont un rôle de soutien, surtout qu'elles forment la plus grosse partie de la masse du bourgeon gustatif. Voilà. La deuxième variété, ça va? Oui, ça va. Oui. Très bien. La deuxième variété de cellules de soutien, on les appelle les cellules intercalaires claires. Celles-ci, elles sont situées beaucoup plus en profondeur, donc elles sont plus internes que les précédentes et puisque il s'agit d'autres cellules de soutien, donc elles sont moins nombreuses que les précédentes, que les premières cellules périphériques sombres. On vous dit qu'elles contiennent, celles-ci par contre, c'est des cellules de soutien, mais elles contiennent des granulations denses. Celles-ci aussi, leur rôle physiologique est toujours discuté. Ils ont noté la présence de granulations très denses, mais on vous dit que la signification physiologique de ces granulations n'est pas encore très bien élucidée. La compréhension, la lumière n'a pas encore été bien faite au sujet du rôle et de la signification physiologique de ces granulations. En plus du fait que l'on a noté de nombreuses divisions mitotiques au sein de ces cellules intercalaires claires. Donc, voilà. En gros, ce qu'il y a lieu de retenir, c'est que la densité cellulaire, la population cellulaire qui se trouve au niveau du bourgeon gustatif correspond à une population très importante de cellules de soutien. Et ces cellules de soutien, elles sont réparties en deux grandes variétés, des cellules de soutien périphériques sombres et des cellules de soutien clair intercalaires. Voilà. Voilà ce qu'il y a lieu de noter avec leurs caractéristiques. Les premières, on les appelle recouvrantes, elles auraient un rôle de soutien et de phagocytose. Les deuxièmes, bien sûr, on les a classées parmi les cellules de soutien. Donc, ce sont également des cellules de soutien, mais elles contiennent des granulations dont la signification physiologique est toujours discutée, avec surtout ce qui rajoute un grand point d'interrogation à leur rôle physiologique. À leur véritable signification, c'est la présence de nombreuses divisions mitotiques au sein de ces cellules intercalaires claires. Allez, je continue. Ça va? Regardez ici une petite représentation schématique d'un bourgeon gustatif avec les deux pôles, basal et apical. Et on n'a pas encore parlé du bâtonnet gustatif, donc juste que cette extrémité pour les cellules centrales s'appelle bâtonnet gustatif, on va le voir tout de suite d'ailleurs. Et nous avons les cellules périphériques. Voilà, les cellules périphériques. Et nous avons des cellules intercalaires. Bon, ils ne les ont pas représentées sombres parce que pour différencier avec la cellule donc pseudo-sensorielle, les cellules gustatives. Parce que celles-ci, elles présentent les deux prolongements axoniques et les deux prolongements des cellules pseudo-sensorielles qui transmettent l'information. Et on a des cellules basales qui se trouvent à la base donc du pore gustatif, avec souvent on note des divisions mitotiques aussi au niveau des cellules basales. Voilà. C'est bon? Allez, on va attaquer la deuxième variété cellulaire qui correspondent aux cellules gustatives elles-mêmes. Donc, on a dit qu'on a trois modèles de cellules. On a vu les cellules de soutien. Maintenant, on va voir les caractéristiques histologiques des cellules gustatives.
OK? Les cellules gustatives. Ces cellules gustatives, ce sont, elles, les cellules réceptrices du sens, de la gustation, des saveurs et donc de la sensation de gustation. Donc, ce sont elles les fameuses cellules accessoires ou bien cellules pseudosensorielles. On vous dit qu'on les retrouve centrées au niveau du centre du bourgeon gustatif, d'où le nom qui leur est attribué de cellules centrales. On les appelle les cellules centrales. C'est les cellules pseudosensorielles ou bien cellules accessoires qu'on appelle aussi cellules gustatives parce que c'est elles qui réceptionnent, qui prennent ces saveurs et la sensation de gustation. C'est ces cellules qui transmettent ces saveurs à la cellule principale qui se trouve dans les ganglions d'Andrich et d'Ehrenreiter. C'est les cellules gustatives, dites aussi cellules pseudosensorielles ou cellules accessoires, qui ont reçu le nom aussi de cellules centrales parce qu'il y a une grande densité cellulaire, de ce type cellulaire au niveau des centres des bourgeons gustatifs, d'où leur appellation de cellules centrales. L'examen en microscopie optique de ces cellules gustatives révèle une forme fusiforme, allongée, avec un noyau allongé. Elle présente deux pôles, un pôle apical et un pôle basal. Le pôle apical, qu'est-ce qu'il a de particulier? Il est surmonté d'un bâtonnet, d'un prolongement sous forme d'un bâtonnet qu'on appelle le bâtonnet ou le cil gustatif. Et celui-ci, il fait saillie dans la fossette gustative, donc dans le pore gustatif. Schématiquement, la cellule gustative, la cellule centrale, bon, ça se trouve, c'est à l'intérieur, dans les 3 dimensions, c'est à l'intérieur. Mais ce n'est pas une cellule périphérique, c'est une cellule centrale. Mais on ne peut pas schématiser quelque chose qui est à l'intérieur. Donc, celle-ci, elle se prolonge par un bâtonnet qu'on appelle le cil gustatif, qui s'ouvre dans la fossette. C'est que la fossette gustative, la demoiselle qui a posé la question, c'est cette dépression dans l'épithélium de la muqueuse buccale, dans l'épithélium buccal. Et c'est là que ressort le cil gustatif ou bien le bâtonnet gustatif des cellules gustatives, c'est-à-dire des cellules centrales ou bien des cellules pseudosensorielles. Ça va? Madame, donc le port gustatif, c'est pratiquement la même chose avec la fossette. C'est la même chose. La fossette, c'est la dépression et le port, c'est le tout. C'est la même chose. Regardez, voici la fossette ici, cette dépression. Voici le port. C'est la même chose. C'est au niveau du pôle apical, le pôle apical des cellules atteignent cette fossette. Mais elle se déprime. C'est pour ça qu'on parle de fossette. On va dire ça a un rapport avec le développement embryonnaire du bourgeon gustatif, mais on ne va pas rentrer dans ces détails. Il y a suffisamment de détails comme ça. Regardez ici une microphotographie des cellules internes, des cellules centrales qui correspondent aux cellules gustatives, dont le bâtonnet gustatif pénètre dans la fossette gustative. Et là, c'est les cellules de soutien périphérique. Ils sont représentés beaucoup plus. Et les intercalaires septicenculaires entre ces cellules, c'est les intercalaires. Ça va? Voici les cellules Oui, madame. Et les cellules basales. Voilà. Bien sûr, il y a l'innervation au niveau de la base. On va juste tirer un mot sur l'innervation, parce que ce n'est pas de la physiologie. C'est bon? Donc, je disais que l'examen en microscopie optique des cellules gustatives, donc c'est des cellules pseudosensorielles, révèle la présence au niveau du pôle apical d'une structure sous forme d'un bâtonnet, d'un petit prolongement en bâtonnet qu'on appelle le bâtonnet ou le cil gustatif, qui fait saillie dans la fossette ou le pore gustatif. Quant au pôle basal, lui, il est effilé, il peut être bifurqué ou trifurqué, c'est-à-dire il est subdivisé soit en 2 ou en 3, et il s'insère sur la lame basale en contact avec les terminaisons nerveuses. L'examen en microscopie optique du bâtonnet gustatif, il va révéler quoi? L'existence d'un certain nombre de microvillosités, pratiquement une dizaine de microvillosités qui correspondent au siège
des récepteurs gustatifs. Donc, ce sont ces microvillosités qui sont le siège des récepteurs gustatifs. Donc, ça capte la sensation de gustation qui est transmise via cette cellule pseudosensorielle à la cellule principale gustative qui se trouve dans les ganglions gustatifs, ensuite au centre nerveux compétent. C'est tout. Le détail de cette transmission, ce n'est pas du ressort de l'histologie. OK? Alkimla, je continue? Oui. Oui, madame. Comment? Oui, madame. Très bien. Donc, on vous dit en microscopie électronique, le bâtonnet est formé d'une dizaine de microvillosités siège des récepteurs gustatifs. La base des microvillosités est en rapport avec de nombreuses microvésicules synaptiques. C'est tout à fait normal puisqu'il y a ces microvésicules synaptiques qui vont transmettre l'information, la sensation de gustation via cette cellule à la cellule principale. Donc, on note la présence en microscopie de microvésicules synaptiques à la base de ces microvillosités. Et c'est ce qui explique… Attendez, est-ce que j'ai quelque chose de sensé par rapport à ça? Schématiquement, non. Bon, les cellules, regardez, ici, c'est une représentation schématique du bâtonnet gustatif avec les microvillosités des cellules gustatives. Après, à la base de ces microvillosités, ici, on note la présence de microvésicules synaptiques. C'est-à-dire qu'il y a quoi? Qu'il y a quoi s'il y a des microvésicules synaptiques? Qu'est-ce qu'il y a? C'est à vous de dire qu'est-ce qu'il y a. Ah, ok? Vous connaissez Un système nerveux. Un système nerveux. Un système nerveux. Neurotransmetteurs. Oui, des neurotransmetteurs. Oui, c'est sûr que ça a un rapport avec… Mais chez un système nerveux, un système nerveux, c'est comme si jamais tu arrêtes. C'est normal, on est un petit peu fatigué. Je comprends que vous soyez fatigué. En tous les cas, vous ne l'êtes pas plus que moi parce que je suis malade comme un chien. Je suis très malade. Je fais ça pour vous parce que je ne veux pas que vous soyez bousculés. On est obligé de finir le programme. D'accord? Donc, je vais avancer un petit peu avec vous pour que vous ne soyez pas bousculés la semaine prochaine. Alors, moi, maintenant, on va s'occuper de l'unité neuro toute seule. Comment? Moi, maintenant, puisque… Voilà, vous allez vous occuper de l'unité seule. Voilà. Et je me dis, plus tôt on aura fini, mieux pour vous. Ce sera mieux pour vous. En plus, avec autant de cours d'anatomie et de neurophysiologie, c'est vraiment pas évident. Voilà, c'est mieux. Donc, si on liquide les cours d'histologie, ça sera bien pour vous. Vous allez vous consacrer à autre chose. Et puis, n'oubliez pas que la semaine prochaine, c'est la semaine d'avant l'Aïd. Il y aura des perturbations et pour vous et pour tout le monde. Je veux avancer. Autrement, je n'aurais pas fait cours. Mais on est obligé, la râle. J'aurais voulu me reposer et ne pas enseigner même moi. Il n'y a pas de souci. OK. Non, pas me reposer. Même moi, j'ai d'autres devoirs à côté, d'autres choses à faire à côté, mais il faut qu'on avance. On est obligé de faire court. D'accord? Voilà. Donc, c'est tout ce que vous devez savoir, vous, en histologie sur les bourgeons gustatifs. Ne cherchez pas midi à 14 h, je ne vous demanderai pas plus. Les vésicules synaptiques, elles témoignent de la présence de quoi? Des influx nerveux. De neurotransmetteurs, comme a-t-il des neurotransmetteurs, donc une information nerveuse, d'accord, qui va être transmise ailleurs. Et je l'ai dit autrement, d'accord. Et il y a, regardez, ces rameaux de nerfs qui se trouvent à la base. Vous allez voir que c'est un ensemble de plexus nerveux qui se retrouvent à la base. D'ailleurs, je l'ai pas noté. Le mécanisme, non, mais j'ai noté les différents plexus qui se trouvent à la base de chaque bourgeon gustatif. Puis s'y assimiler la complexité de la nature de la transmission neuronale, de ces influx, ces informations neurosensorielles au niveau du bourgeon gustatif via les cellules gustatives qui vont transmettre cette information aux cellules ganglionnaires du goût, lesquelles vont les transmettre au système nerveux central. D'accord? Regardez d'ailleurs ici, il y a tout un plexus de fibres nerveuses qui, si vous voulez,
emprisonne et entoure complètement la base du bourgeon gustatif. Regardez schématiquement l'innervation du bourgeon du goût, trois plexus, l'intragémal, plexus sous-épithélial et plexus périgémal. Donc là, on ne va pas expliquer les modalités, les latéraux, plexus intragémal et périgémal, et là, le plexus sous-épithélial à la base, donc à la partie basale du bourgeon gustatif. Et c'est de cette manière qu'il y a, donc j'ai parlé des synapses et de ces plexus nerveux, l'innervation du bourgeon gustatif. Et donc la transmission de l'information gustative. Allez, on finalise. Les cellules basales. Les cellules basales, c'est très simple, c'est toujours le même topo, c'est des cellules de remplacement. On note la présence de plusieurs divisions mitotiques à leur niveau. Donc, elles sont le siège de division mitotique, c'est normal, puisque c'est des cellules de remplacement, de renouvellement. On les localise souvent à la base d'une structure, et c'est le cas au niveau du bourgeon gustatif. On les retrouve en profondeur et au centre du bourgeon gustatif et du côté basal. Et on vous dit que c'est une hypothèse qui a été soutenue par beaucoup de scientifiques. Ils disent que ces cellules basales pourraient être éventuellement non seulement des cellules de renouvellement, mais ils considèrent que ces cellules pourraient éventuellement être les précurseurs de tous les types cellulaires. C'est-à-dire que ces cellules basales, elles renouvellent. Elles sont à l'origine et des cellules gustatives et des cellules de soutien. Mais c'est avec un point d'interrogation, c'est une hypothèse qui est quand même soutenue, bien soutenue par les auteurs. OK? Allez, on finalise ce chapitre. Donc, l'innervation, les bourgeons gustatifs sont innervés par des fibres qui proviennent du nerf glossopharyngien et du nerf facial. C'est tout à fait normal. C'est les ganglions ici trouvent. C'est la partie inférieure. L'un, c'est le ganglion inférieur du nerf glossopharyngien. L'autre, c'est le ganglion supérieur. Donc, les bourgeons gustatifs sont innervés par plusieurs plexus nerveux provenant du nerf glossopharyngien et du nerf facial. Ces fibres se terminent au contact des cellules gustatives par des synapses. Voilà la finalité des choses. Ces fibres sont distribuées en plusieurs plexus. Je les ai juste notés et cités. Et je ne vous demanderai pas plus pour l'histologie. Le plexus le plus important, c'est l'intragémal. Ensuite, on a le périgémal et le sous-épithélial. Voilà, schématiquement, une petite représentation schématique, topographiquement parlant, localiser ces trois types de plexus du bourgeon du goût, l'innervation du bourgeon du goût. Et on finalise avec un peu d'histophysiologie, je l'ai dit déjà, mais bon, on va rajouter un petit peu pour que vous assimiliez bien cette notion de transmission de la sensation de gustation. Donc, les microvillosités des cellules sensorielles gustatives, elles vont rentrer, ces microvillosités, donc le bâtonnet ou le cil gustatif qui est pourvu d'une dizaine de microvillosités, c'est ces microvillosités qui vont rentrer en contact avec les substances sapides, c'est-à-dire avec le goût, avec les saveurs des substances. Les récepteurs gustatifs des cellules gustatives sont sensibles à 4 stimulations, ça vous le savez normalement. Donc, nous avons plusieurs types de molécules qui sont responsables des saveurs. En gros, on a 4 types, le sucré, le salé, l'acide et l'amer, et le mélange entre les unes et les autres de ces saveurs. D'accord? Et les récepteurs gustatifs, des cellules gustatives, donc des cellules pseudosensorielles, vont rentrer avec ces différents types de saveurs. OK? D'accord? Oui, madame. Est-ce que vous voulez commenter ce que je viens de dire? C'est clair normalement. Donc, on va rajouter une petite notion, c'est qu'au sein de l'épithélium buccal, de la muqueuse buccale, l'épithélium buccal, nous avons les glandes de Van Ebner. Vous vous rappelez de ces glandes? Les glandes microscopiques de Van Ebner qui se trouvent au niveau de la muqueuse buccale. Celle-ci, c'est une molécule qu'on appelle l'ebnérine.
cette molécule ébnérine, elle capte, qu'est-ce qu'elle fait? Elle capte, elle solubilise, elle capte, elle emprisonne les molécules sapides. Sapides, c'est-à-dire qui ont un goût, le goût des molécules. Sapide, c'est relatif au goût des molécules, aux saveurs. D'accord? Donc, cette sécrétion, l'ébnérine, va capter et emprisonner ces molécules sapides elle va les dissoudre et les transporter au bourgeon du goût d'abord, où elles vont se fixer sur les récepteurs localisés au niveau des microvillosités des cellules gustatives. Donc, la sécrétion des glandes devant Ebner vont permettre de fixer, de solubiliser les saveurs des molécules qui parviennent au niveau des bourgeons du goût. Et plus précisément où? Au niveau des microvillosités des cellules pseudosensorielles, c'est-à-dire des cellules gustatives. La présence de ces molécules sapides va entraîner une ouverture des canaux ioniques ce qui va créer un influx nerveux qui va être transmis aux cellules sensorielles ganglionnaires, donc principales. D'accord? C'est la physiologie, comment vont se transmettre ces molécules sapides des cellules pseudosensorielles à la cellule principale ganglionnaire, gustative bien sûr. Ça va? Vous voulez que je réexplique? C'est pratiquement le même principe que celui des odeurs qui sont captées par les cellules olfactives. Ça va permettre le fait d'emprisonner, de solubiliser ces odeurs au niveau donc, du bâtonnet olfactif, des microvillosités olfactives. Ça va créer un potentiel et ce qui va permettre donc une ouverture des canaux ioniques et pour créer un influx nerveux qui va transmettre aux cellules, dans le cas de l'olfaction, c'est directement vers le bulbe olfactif parce que la cellule elle-même, c'est la cellule principale. La cellule olfactive, c'est la cellule principale. Mais là, il faut un relais. Le relais est joué par les cellules pseudosensorielles, lesquelles vont transmettre ces informations sensitives, cette sensation gustative, vers la cellule principale d'abord, qui est ganglionnaire, ensuite laquelle va transmettre avec le même principe vers les centres nerveux compétents gustatifs cette information. OK? C'est un peu de physiologie. C'est bon? Est-ce que vous voulez que je rentre dans les généralités sur l'audition, Nardaïel? Vous êtes fatigué. Les généralités uniquement ou bien tout le cours? Non, madame, c'est bon, la séance bouge. On est fatigué. On est un petit peu fatigué. Déjà, on a eu du mal à se laisser quelques minutes. Il n'y a pas de problème, je vais arrêter. Je ne sais pas si je suis... Inch'Allah, parce qu'à chaque fois qu'on programme, ça tombe à l'eau. Inch'Allah, si je suis libre samedi, sinon dimanche, Inch'Allah, je vais vous faire 2 séances. Comme ça, on va avancer. On va essayer de faire au moins une séance et demie pour finir l'audition. Oui. Madame, quand vous dites 2 séances le dimanche, ça veut dire 2 cours. C'est-à-dire, quand je dis 2 séances, c'est au moins une séance et demie. Si je fais l'audition, non, parce que c'est antipédagogique de faire plus de 2 heures, 2 heures et demie de cours. C'est antipédagogique. Oui, parce qu'au bout de la 2e heure, on lâche. Mais moi, j'aimerais bien avancer. On va finir, Inch'Allah. Inch'Allah, on va finir l'audition. Comme ça, si on finit l'audition, les généralités sur l'audition, c'est le même que pour l'équilibration. Donc, le cours de l'équilibration, il sera très facile parce que c'est la même, l'organe de l'équilibration et de l'audition forme le nerf, les 2 branches, la branche de l'équilibration et de l'audition forment le nerf auditif. Donc, les généralités sur l'audition et l'équilibration, puisqu'elles se trouvent
toutes les deux organes se trouvent dans l'oreille interne, elles sont communes aux deux structures sensorielles, à l'audition et à l'équilibration. Donc, quand j'aurai fini l'audition, l'introduction pour l'équilibration, elle aura été faite et assimilée. Ça fait que l'équilibration, ça sera un petit cours comme la gustation. Mais l'audition, ça va nous prendre un peu de temps parce qu'il y a beaucoup de détails dans l'audition. Ça va nous pour prendre la vision et la vision la vision, elle va prendre une séance et demie à 2 séances. Il y a beaucoup de détails. C'est facile. C'est un cours facile, hein, mais il y a beaucoup de détails. Donc, je peux vous le faire en 1 heure, lire, mais ce n'est pas l'objet, ce n'est pas mon but. Donc, je vais l'expliquer. Inch'Allah, on va finir. En tous les cas, la semaine prochaine, dimanche, je vais faire l'audition. Après, je vais vous programmer une séance pour mardi ou autre pour l'équilibration. Si vous voulez, si on arrive à programmer la vision, l'Aïd, c'est vendredi, c'est ça? Oui, c'est le vendredi ou le samedi. Je pense qu'ils ont dit que c'est vendredi, ça y est. Oui, c'est le vendredi, le 6. Normalement, c'est le vendredi prochain. Oui, c'est vendredi le 6, prochain. Oui, pas du 6. Normalement, c'est vendredi, l'Aïd. Donc, à Arafat, moi, je fais carême. Je ne vais pas vous faire cours jeudi. Et puis, c'est la veille de l'Aïd, on va se déplacer. Donc, même pour vous, c'est la veille de l'Aïd. Madame, s'il vous plaît, je demande quelque chose. Alors, si je peux, vas-y. Samedi, vous avez dit le samedi, s'il vous plaît. Si vous tenez à faire cours le samedi, de préférence le faire la matinée ou bien en début d'après-midi, pas 16h. Non, je ne peux pas faire ça. Vous êtes un homme, vous êtes un garçon. Moi, le week-end, c'est sacré pour moi, pour ma famille. Je ne peux pas faire cours la matinée. Désolé. Un samedi matin, je ne peux pas. Sincèrement, je ne peux pas. Et en début d'après-midi, genre 13h, 14h, je ne sais pas justement, je ne sais pas. Si je peux vous programmer une séance samedi, je vous tiendrai au courant demain soir, Inch'Allah, par le biais des délégués. Si je peux vous prendre samedi, on va essayer d'avancer samedi. Sinon, on fait le dimanche, il n'y a pas de souci. Sinon, on fait le dimanche, il n'y a pas de souci. Inch'Allah, sinon, on fait dimanche, mais j'aurais voulu vous faire cours samedi, dimanche, comme ça, peut-être mardi, mais je pense qu'on ne va pas finir avant l'Aïd. Donc, après l'Aïd, il nous restera la vision. C'est faisable. Essayez de finir avant l'Aïd pour qu'on puisse réviser. Cette unité est vraiment trop chargée et la majorité des… C'est-à-dire, combien de séances il faudra qu'on fasse? Il faudra 4 séances, c'est beaucoup. D'accord. C'est beaucoup, mon fils. C'est beaucoup, 4 séances dans la semaine et avant jeudi, c'est beaucoup. Parce que l'audition, 1 séance et demie, l'équilibration, 1 séance et la vision, disons, 1 séance et demie à 2 séances. Ça fait qu'il nous faut 3 séances et demie. De préférence qu'on continue après la vision. Inch'Allah. Sinon, la vision, on va la laisser pour après l'Aïd. Je vais vous faire 2h30 de temps, je la finis. Oui, madame, merci. On verra. De toute façon, si je peux travailler samedi, c'est faisable. Sinon, on va laisser la vision pour après l'Aïd. C'est-à-dire 2 jours après l'Aïd, je vous fais le cours. Je vais vous prendre 2h30 de temps d'affilée, Inch'Allah, et on va finir. OK? D'accord, c'est le 6, donc pas le 7, pas le 8, mais vers les coups du 9, c'est faisable. Le 9 ou le 10, oui. Merci. Okay, sinon, madame, on va entamer la vision le mardi. C'est ce que je voudrais bien la faire avant. Finir tout. Écoutez, on laisse ça pour… Essayez, oui, vous pouvez le faire, oui. Oui, c'est faisable. Puis je fais pour samedi. Pour la révision. Regardez, si j'arrive à faire cours samedi, je prendrai samedi, dimanche, mardi. Sinon, ça va rester pour après l'Aïd ou classe. Lundi ou mercredi, vous ne pouvez pas. Le 2 ou bien le 4. Je ne sais pas, c'est la veille. Vous savez, c'est l'Aïd, les gâteaux, la famille, il y a beaucoup de choses. Quand vous l'avez dit, je suis un garçon. Je ne suis pas uniquement enseignante, hein, d'accord? Généralement, on ne s'occupe pas de ça, nous les garçons. Bien qu'il y a des garçons nous les femmes, on s'occupe de ça. D'accord. D'accord, merci madame, bonne soirée. Allez, merci pour votre attention et bonne soirée.